Merci Dominique. Merci à tous ceux qui essayent de montrer dans ces temps parfois difficiles combien la chimie peut être utile à nos sociétés et surtout combien cette discipline très sollicitée par peut-être sans doute la plus sollicitée parmi toutes les disciplines par les autres, sciences de la Terre, de l'environnement, sciences physiques, sciences de la vie. Voilà, comment cette discipline joue un rôle majeur dans le développement de nos sociétés. Ici, je vais parler donc d'une chimie à l'interface avec la biologie. Je vais décrire, alors c'est ambitieux parce que justement ces travaux à l'interface sont très exigeants sur le plan culturel parce que il faut une culture très multiple. Et en même temps, je suis convaincu que l'avenir scientifique dépend d'un développement des interfaces. C'est difficile, mais je crois que c'est là que les choses vont se passer dans le futur. Les systèmes dont je vais vous parler sont, de mon point de vue, sur le plan chimique, ce qui se fait de plus compliqué dans le monde vivant. Et donc je vais essayer de raconter cette histoire de façon la plus simple possible, malgré tout. Alors, le thème c'est l'électron. Là, je vais parler d'un électron un peu particulier parce que c'est un électron qui ne se promène pas comme ça. Il est très accroché à la matière. Ce sont effectivement des électrons célibataires qui vont conférer aux entités dont je vais parler leurs caractéristiques propres, très spécifiques. Donc ce sont les radicaux libres. Alors, dans le monde, en biologie, il y a effectivement un dogme aujourd'hui, et j'ai déjà discuté avec un certain nombre de gens qui réagissent ainsi, à savoir que les radicaux libres sont des espèces chimiques extrêmement réactives. Les chimistes même pensent que le plus souvent elles sont incontrôlables, qu'on ne peut pas faire de chimie très fine avec des radicaux, très sélective, et pour les biologistes, ce sont des espèces extrêmement toxiques, incompatibles avec le vivant, et un des exemples les plus connus de radicaux libres intervenant dans le système biologique et de façon toxique, c'est tous les radicaux dérivés de l'oxygène, anion superoxyde, eau oxygénée, radical hydroxyle, qui viennent de la réduction incomplète de l'oxygène, parce que l'oxygène que nous respirons est dans la très très grande majorité transformé en eau par réduction, et notamment par cette enzyme magnifique qu'est la cytochrome oxydase, mais il y a des bavures et il y a des réductions incomplètes qui produisent ces radicaux. Et il y a tout un tas de considérations dans le domaine de la médecine qui considère que ce qu'on appelle le stress oxydant est à l'origine, alors clairement du vieillissement, mais de tout un tas de pathologies, en particulier les maladies neurodégénératives, mais aussi ce stress oxydant est associé au cancer, enfin, etc., etc. Alors tout ça se comprend très bien, parce qu'en effet, lorsque vous avez une espèce chimique qui perd un électron, vous créez une entité qu'on va toujours écrire avec un point pour indiquer que c'est une espèce radicalaire et qui indique qu'il n'y a plus qu'un électron célibataire. C'est une situation évidemment qui n'est pas la plus stable, et ce système va tout faire pour revenir à un état plus énergétiquement plus stable et va réagir de toutes sortes de façons. Et dans le système vivant, eh bien, il va y avoir des réactions de ces radicaux avec l'ADN, en particulier les bases, mais aussi les sucres, avec les lipides, avec les protéines, et c'est ça qui déclenche un stress oxydant avec des réactions radicalaires en chaîne qui peuvent être extrêmement graves. Alors, ces radicaux peuvent faire tout un tas de choses qui conduisent en gros, à faire disparaître cet électron célibataire, soit en le perdant, soit en captant un autre pour faire un doublet. Et pour ce faire, ces radicaux vont agir soit par arrachement d'atomes d'hydrogène, par coupure de liaison, par addition sur des carbones insaturés, par couplage radicalaire. Tout ça est résumé ici. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est de la chimie radicalaire que les chimistes connaissent assez bien. Vous voyez, cet atome, ce radical peut arracher un atome d'hydrogène ici et évidemment en créer un autre.
et il faudra quand même se débarrasser de ça ensuite, peut s'ajouter sur un groupe aromatique, peut acquérir un électron, devenir un anion, et peut acquérir un électron et prendre un proton, ou bien se dupliquer. Voilà. Et tout ça se fait avec des réactivités extrêmement puissantes, des très grandes vitesses. Dans le système vivant, en particulier l'arrivée de l'oxygène à la surface de la Terre a été quelque chose d'assez dramatique, puisque justement il y a eu ce stress oxydant, et la réponse du vivant, ça a été beaucoup la création, l'invention de systèmes dits antioxydants, des enzymes de type superoxyde dismutase, catalase, vitamine E, vitamine C, qui sont tout un tas de systèmes qui sont dédiés au piégeage de ces radicaux pour les empêcher de faire ces réactions toxiques. Voilà, ça c'est le dogme, et la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que ce que je viens de dire est vrai, mais il y a aussi autre chose. Il y a un autre pendant des radicaux en biologie, et c'est vraiment quelque chose de très nouveau, et dont je vais vous parler, c'est que la réalité, il y a des centaines de réactions biologiques, des voies de biosynthèse, des réactions métaboliques qui impliquent, et avec des sélectivités extrêmement fortes, et vous allez en voir quelques-unes, qui impliquent des espèces radicalaires. Et donc, du point de vue du chimiste que je suis, intéressé par le vivant, les questions que nous nous posons, c'est comment ces radicaux sont produits, puisqu'ils sont produits volontairement par le système biologique, comment ils sont contrôlés, comment le système biologique fait en sorte que malgré ces espèces extrêmement réactives qui peuvent taper un peu n'importe où, finalement, ces espèces sont conduites très sélectivement sur un site et une réaction, un atome et une réaction, et comment donc tout un tas de réactions secondaires, parasites, sont empêchées. Voilà les questions qu'on se pose. Et donc, il y a tout un tas de réactions, je l'ai dit, qui vont utiliser un substrat, qui vont le transformer en une espèce radicalaire, et cette espèce radicalaire va être la condition pour transformer ce substrat de l'enzyme en produit. Alors, évidemment, comme c'est dangereux de faire ça, c'est clair que la nature choisit des réactions radicalaires parce que chimiquement, c'est le plus pratique. Donc il y a une sorte de compromis, et je vais donner un exemple avec les ribonucléotides réductases, où il n'y a pas d'autre solution que de passer par un radical. Et donc je vais parler d'un cas pour illustrer ça, c'est les ribonucléotides réductases. Alors qu'est-ce que c'est que les ribonucléotides réductases? Alors c'est une enzyme que vous avez dans toutes vos cellules. C'est une enzyme absolument fondamentale de la vie. Il n'y a pas de vie sans ribonucléotides réductases. C'est l'enzyme qui catalyse la production des désoxyribonucléotides, qui sont les précurseurs de l'ADN, en faisant une réduction du ribonucléotide correspondant. Et donc la chimie qui se passe, c'est simplement cette réduction de la liaison carbone-OH en liaison carbone-hydrogène. Ceci se fait au niveau des ribonucléosides ou ribonucléotides, pas au niveau du polymère lui-même. C'est ensuite que, lorsque ces désoxyribonucléotides sont produits, qu'ils sont polymérisés pour faire de l'ADN. Et cette enzyme a évidemment donc, il n'y a pas d'ADN sans une activité enzymatique ribonucléotide réductase qui fonctionne. Ceci a comme conséquence que cette enzyme est considérée comme une cible pour des médicaments anticancéreux. Vous comprenez bien que si vous bloquez ça, vous bloquez la prolifération cellulaire, et donc vous pouvez potentiellement faire des anticancéreux. C'est un autre intérêt de cette enzyme. Je n'en parlerai pas, mais c'est des choses d'ailleurs que je développe cette année dans mon cours au Collège de France, qui démarre la semaine prochaine, où je discute d'un moment de l'évolution chimique de la vie, ce moment fondamental où on passe du monde à ARN au monde à ADN. Vous savez peut-être que la théorie, c'est que la vie s'est construite d'abord sur de l'ARN,
sur un monde ARN protéines qui avait une capacité de stockage génétique, de l'information génétique, et aussi de catalyse grâce aux protéines, et qu'il y a eu un moment fondamental où les ARN, où l'information génétique est passée d'un ARN à un ADN, et pour ça, il a fallu qu'apparaisse à la surface de la Terre une activité qui transformait de l'ARN en ADN. D'une certaine façon, la ribonucléotide réductase est cette enzyme qui permet le passage du monde ARN au monde ADN. Si j'ai un peu le temps, j'en dirai quelques mots à la fin, parce que une des ribonucléotides réductases que nous avons découvertes est considérée aujourd'hui comme peut-être le descendant de la ribonucléotide réductase primitive qui a permis ce passage du monde ARN au monde ADN. Alors, comment on fait une réduction d'une liaison carbone-OH en liaison carbone-H? Eh bien, on pourrait simplement le faire, les chimistes, par exemple, pourraient tout de suite imaginer un hydrure qui fait une substitution nucléophile sur ce carbone de prime. Et ça ne marche pas. Donc ça, c'est une réaction électrophile, ça ne fait pas intervenir des radicaux, mais ça ne marche pas pour tout un tas de raisons, pour des raisons stériques et pour des raisons aussi électroniques. Aujourd'hui, si vous regardez la littérature, des réductions de ribose en désoxyribose, ça se fait par les chimistes par des voies radicalaires, mais en plusieurs étapes. Cette enzyme va faire cette réaction en une seule étape en impliquant des radicaux, et c'est ce que je vais vous présenter. L'enzyme ribonucléotide réductase que nous avons dans nos cellules, qui est une enzyme dite de classe 1, a été découverte par Peter Reichard, qui est de mon point de vue, un des tout meilleurs enzymologiste du XXe siècle, un Suédois d'origine autrichienne et qui est parti pendant la guerre en Suède et qui a découvert cette enzyme. Et ensuite, de nombreux travaux ont permis de comprendre la structure, la réactivité de cette enzyme. Encore une fois, c'est celle-là qui est dans vos cellules et qui permet la synthèse des désoxyribonucléotides et donc de l'ADN. Alors c'est un système complexe qui comporte la ribonucléotide réductase elle-même, c'est-à-dire cette protéine. C'est là, dans ce site actif, et j'ai mis deux thiols ici parce que ce sont deux cystéines qui sont extrêmement importantes, j'y reviendrai, qui sont les réducteurs, parce que c'est une réduction à 2 électrons, hein, cette affaire-là. Donc c'est ici, quelque part par là, je vais zoomer tout à l'heure, que le ribonucléotide se fixe, est réduit à 2 électrons et ensuite sort. Le problème, c'est que on s'est aperçu avec le temps que cette protéine ne suffisait pas, que les 2 électrons fournis par les 2 thiols ici ne suffisaient pas, et qu'il fallait une deuxième protéine. Et lorsque cette deuxième protéine a été isolée et caractérisée, que j'appellerai R2, on s'est aperçu que c'était une métalloenzyme, c'est un dimère qui contenait dans chaque chaîne polypeptidique, c'est là en rouge en bas, 2 atomes de fer ferrique, et là ça a été la première fois qu'on a vu ça dans l'histoire de la biologie, un radical organique parfaitement stable. Lorsque vous purifiez cette protéine à l'air, vous sortez une protéine qui a un spectre RPE, de résonance paramagnétique électronique, que je vous montre ici. Vous avez le spectre RPE de la ribonucléotide réductase de souris, du trypanosome, d'Escherichia coli. Je ne détaille pas la structure hyper fine de ce radical, mais elle colle parfaitement bien avec un radical tyrosinyle. Et donc vous êtes dans cette situation où ce système complexe comporte la réductase elle-même, mais qui ne fonctionne que si ce radical est présent. Cette enzyme n'est pas active si ce radical n'est pas présent. Et il est adjacent à quelques angstroms de ce site binucléaire de fer, qui est un site, vous voyez, qui est très oxygéné. Il n'y a qu'une histidine par fer, mais tout le reste, c'est de l'oxygène, avec des oxos. C'est une sorte c'est un peu une sorte de biochimie de la rouille. C'est un début de rouille, hein. C'est un oxyde de fer contrôlé par la protéine.
Alors là, vous avez quelque chose qui est renversant de mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de synthèse d'ADN, il n'y a pas de vie, si à un moment donné, un seul atome d'hydrogène, à cet endroit précis, sur une tyrosine particulière, n'a pas été enlevé de façon radicalaire. La vie dépend de cet atome d'hydrogène, si je veux dire des choses provocantes. Alors, la question c'est, comment ça se passe? Pourquoi un radical ici, un électron célibataire ici, est nécessaire pour faire une réduction à 2 électrons ici? Et il y a quelque chose comme 35 angstroms de distance. Alors, les chimistes, les biolochimistes se sont intéressés à ce système qui est unique, et en tout cas qui était tout nouveau à l'époque, en se posant la question, en effet, comment peut-on faire des transferts de radicaux, de transferts d'électrons à 35 angstroms de distance? Et je vais revenir un peu très rapidement sur quelques aspects théoriques qui montrent que ce n'est pas possible de faire un transfert d'électrons à 35 angstroms, sauf dans certaines conditions que je vais décrire. Mais lorsque on a pu obtenir, enfin c'est Hans Eklund en Suède, un excellent cristallographe qui a obtenu d'une part la structure aux rayons X de la sous-unité ici R1 et séparément de la sous-unité R2, et excusez-moi, mais pour le moment les données n'existent pas, mais ceci est un modèle où les deux protéines ont été associées, mais on n'a pas de structure aux rayons X du complexe, mais on arrive quand même à produire avec un certain degré de confiance ce complexe, il ne doit pas être loin de la réalité. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a toute une chaîne de groupements chimiques issus de chaînes latérales d'acides aminés, d'abord dans la sous-unité R2 en bas et ensuite dans la sous-unité R1 en haut, qui sont associés en particulier par des liaisons hydrogènes et qui pourraient être un chemin de transfert d'électrons ou de radicaux. Et en effet, lorsque la structure a révélé cela, la première chose que font les gens, c'est de faire de la mutagénèse dirigée, c'est-à-dire de transformer chacun de ces acides aminés, ce tryptophane, ces tyrosines sur R1. Et ici, vous voyez, peut-être, mais lorsqu'on touche, voilà, vous voyez cette tyrosine 730 ou 731 ici, on s'aperçoit qu'on n'a que 1% d'activité. Si on touche à cet aspartate ici, eh bien 0,3% d'activité. Bon, donc tous ces résidus jouent un rôle important dans l'activité. Et l'hypothèse de travail, c'était que c'était par là que passaient les radicaux. Et à ce moment-là, l'hypothèse de travail, c'était le radical qui est formé sur cette tyrosine, par divers mécanismes, passe sur ce radical, enfin, crée un radical tryptophanyle. Ensuite, on crée un radical sur cette tyrosine, transitoirement, puis ensuite, lorsque le radical est là, il arrache un atome d'hydrogène sur la tyrosine voisine, ça fait un radical là, et ce dernier radical arrache un atome d'hydrogène sur une cystéine, parce que finalement, la structure révèle que lorsqu'on a le substrat positionné, il y a un acide aminé qui est une cystéine avec un soufre ici, qui est parfaitement positionné pour réagir avec le substrat. Et en effet, le mécanisme est le suivant, et vous voyez, maintenant je zoome vraiment sur le site actif. Vous avez le substrat ici, vous reconnaissez le ribose avec les deux OH, d'accord ? Vous reconnaissez les deux cystéines dont je parlais, qui étaient les deux thiols qui vont donner les deux électrons, et puis vous avez cette cystéine 439. Et si vous la mutez, vous avez 0% d'activité. Donc cette cystéine est absolument nécessaire. Donc l'hypothèse, c'est que le radical finit par venir ici. Et en effet, s'il vient ici, après la chimie, c'est que cet atome d'hydrogène arrache un atome d'hydrogène, ce radical arrache un atome d'hydrogène,
fait un radical intermédiaire, et ça, c'est la condition pour que le ribose puisse être réduit à 2 électrons par les 2 thiols qui sont là, qui finissent en pont disulfure, et par une chimie un peu complexe, la liaison carbone-OH se casse, et l'atome d'hydrogène qui avait été arraché ici en 3' revient en 3'. C'est vraiment... Enfin, excusez-moi, mais du point de vue de la chimie redox organique, on ne peut pas faire plus compliqué. Ce qui est absolument incroyable, c'est que vous constatez que la nature a choisi, pour faire une réduction à 2 électrons, a choisi de commencer par une oxydation à 1 électron. Et ensuite fait une réduction à 3 électrons. 2 qui viennent de là et 1 qui vient de là. Et ça, je crois, encore une fois, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, il y a eu énormément de travaux sur ces problèmes de transfert de radicaux à longue distance. Sans doute la star de ce domaine, c'est Johann Stube, qui est toujours professeur au MIT, et qui collabore maintenant avec Daniel Nocera, qui est aussi professeur au MIT, qui est devenu célèbre pour les résultats qu'il a obtenus dans le domaine de la photosynthèse artificielle. Donc on retrouve ici, vous voyez, cette notion qu'on a le radical stable sur la tyrosine de la sous-unité R2, et vous reconnaissez les 2 atomes de fer, et il faut que ce radical finisse sur cette cystéine pour faire la chimie dont je parlais sur le substrat. La théorie des transferts d'électrons, Marcus en particulier, montre que pour une distance de 35 angstroms, ça correspond à des constantes de vitesse de l'ordre de 10-6 par seconde. Or, cette enzyme fonctionne avec des vitesses de l'ordre de 2 à 10 par seconde. Donc là, c'est clair que l'électron, vous voyez, si j'ai un radical là, si j'ai un électron qui part de la cystéine qui va là, je crée bien un radical ici, et j'ai réduit le radical ici. Bon, ce n'est pas l'électron qui se balade pour aller comme ça sur 35 angstroms, on ne peut pas avoir les vitesses réelles. Et puis il y a tout un tas de problèmes de contraintes thermodynamiques qui sont liées à ce transfert d'électrons, qui sont liées à ce transfert d'électrons. Et là, il y a tous les concepts de transfert d'électrons couplés à des transferts de protons. Je ne suis pas sûr que... voilà, ce que je veux simplement dire, c'est que, vous voyez, par exemple, le potentiel du couple thiol-radical est de 1,33 volts. Le potentiel du couple thiolate avec un proton de moins radical est de 0,77 volts. Bon, c'est assez classique pour les chimistes, mais donc, en fait, certaines contraintes thermodynamiques vont être levées par des transferts de protons. C'est-à-dire qu'il va se passer des transferts d'électrons couplés à des transferts de protons. Oui, alors, simplement, assez rapidement, la théorie de Marcus, celle dont je viens de parler un tout petit peu, qui exprime la constante du transfert d'électrons en fonction de cette énergie d'activation, mais en fonction d'autres paramètres, en particulier l'énergie de réorganisation et l'enthalpie libre de la réaction, puisqu'il y a un lien entre delta G étoile et lambda plus delta G0. Ok, donc tout ça permet de comprendre un certain nombre de choses, mais ce qui est assez étonnant, c'est que la dépendance en fonction de la distance n'était pas traitée dans la théorie de Marcus. Et c'est des choses qui sont arrivées un peu plus tard, et on peut comprendre, je simplifie ici, mais effectivement, lorsque vous avez un donneur et un accepteur, l'efficacité pour un électron de passer du donneur à l'accepteur dépend du recouvrement des fonctions d'onde. Et à partir de là, la théorie permet d'arriver à une expression de la constante de vitesse du transfert d'électrons, non seulement en fonction de l'énergie de réorganisation et de l'enthalpie, mais également de la distance, avec un paramètre qui est extrêmement important, qui est bêta, qui est un paramètre qui caractérise le milieu dans lequel se propagent les fonctions d'onde. Et voilà. Alors, à partir de ça, les biologistes, les chimistes surtout, parce que ce sont des chimistes qui ont fait ce boulot,
les chimistes ont essayé de comprendre le problème de transfert d'électrons dans les milieux protéiques, et en particulier de valider cette théorie et d'avoir une idée de ce facteur bêta. Qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Est-ce que c'est un milieu conducteur? Est-ce que c'est un milieu résistant? Est-ce que... bon. Et il y a eu plusieurs travaux. En général, les études ont porté sur des complexes protéines-protéines, avec un donneur, un accepteur. D'autres, comme Harry Gray à Caltech, par exemple, ont étudié des métalloprotéines bien établies, par exemple un cytochrome, ici, où vous avez une porphyrine de fer ici, et ont accroché un complexe organométallique, ici c'est un complexe de ruthénium, sur une histidine, et ont étudié les transferts d'électrons entre deux sites comme ça. Et puis après, il y a des systèmes naturels, évidemment, les systèmes photosynthétiques, qui ont été extrêmement étudiés. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'en effet, au sein de ces complexes, se font des transferts d'électrons avec différentes étapes. Et ça c'est très intéressant parce qu'au sein d'une même entité, vous pouvez corréler la distance à la vitesse de transfert d'électrons et peut-être valider le modèle théorique. Et donc, si vous voulez, il y a deux types de modèles aujourd'hui en débat. Il y a le modèle de type tunneling pathway, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur uniforme de bêta. Donc, c'est cette idée que la protéine n'est pas un milieu homogène, mais il y a des chemins préférentiels qui impliquent des liaisons covalentes, des liaisons hydrogènes, des contacts à travers l'espace. Et lorsqu'il y a plusieurs chemins possibles, l'électron passe dans un chemin plutôt qu'un autre. Et puis, il y a le modèle barrière uniforme, et certains développent cette idée qu'il y a une valeur uniforme de bêta pour une protéine, et que donc la protéine peut être considérée comme un milieu assez homogène dans lequel les électrons circulent. Et en effet, de façon assez cohérente, on trouve toujours une valeur de bêta de l'ordre de 1,2 par angstrom. Donc c'est ça qui donne la dépendance vis-à-vis de la distance, hein, de la constante de vitesse vis-à-vis de la distance. Et pour comparer, vous voyez, dans le vide, c'est 3,4. Lorsqu'on a un donneur-accepteur accroché de façon covalente, c'est 0,7. Un verre organique, de genre tétrahydrofurane, c'est de l'ordre de 1,2. Donc une protéine, c'est un peu comme un verre organique. Voilà la théorie. Le problème, c'est que ça marche très bien. Tout ce que je viens de vous dire, ça marche très bien jusqu'à une certaine distance. La théorie marche très bien, le bêta égale 1,2 par angstrom marche très bien jusqu'à maximum une quinzaine d'angstroms. Au-delà, 25, 35, ça ne marche plus du tout. Et de toute façon, c'est trop long pour développer des réactions biologiques compatibles avec le vivant. Et en fait, la nature résout le problème tout simplement en raccourcissant la distance, en mettant entre le donneur et l'accepteur des intermédiaires qui sont capables d'attraper un électron et de le donner au suivant, donc une chaîne. Hein, lorsque vous avez une distance longue entre le lac et la maison en feu, le plus pratique, c'est de mettre des hommes tous les mètres, et les seaux d'eau arrivent à destination. Là, c'est à peu près la même chose. Et il y a eu voilà. Et c'est ce que fait la nature ici avec la ribonucléotide réductase, où ce radical tyrosinyle est connecté à un certain nombre d'acides aminés qui sont très proches les uns des autres, et le radical va sauter d'un site à l'autre jusqu'à la cystéine pour créer le radical. Ou autrement dit, l'électron ici va basculer de site en site pour réduire le radical. Alors vous imaginez que tout ça doit être parfaitement bien contrôlé sur le plan géométrique, stérique. Donc c'est un système quand même assez étonnant. Le même radical qui se transforme en sautant d'un site à l'autre. Oui, alors toute la question, c'est que en fait, je ne suis pas sûr de rentrer dans les détails, mais certains sauts sont vraiment des arrachements d'atomes d'hydrogène. Donc le radical passe d'un point à un autre par arrachement d'atomes d'hydrogène. Et puis dans d'autres cas, c'est des transferts d'électrons couplés à des transferts de protons, c'est-à-dire
l'électron saute sur l'étape suivante, sur le point suivant, et un proton s'en va dans le solvant, par exemple. Voilà. Et donc, c'est toute une chaîne de transfert d'électrons et de radicaux. Néanmoins, ce radical cysteinyl, le radical à la fin, ici, il n'a jamais été observé. Tout ça sont des... À part le radical initial tyrosinyl, qu'on peut voir indirectement, vous avez vu le spectre RPE, on n'a pas de spectre RPE des espèces intermédiaires. Tout ça va très très vite. Et quand il n'y a pas le substrat, le radical ne se transfère pas à la cystéine. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez magnifique. Le système, évidemment, transfère ses radicaux que quand il y a quelque chose à transformer dans le site actif. Donc il y a quand même un signal. Enfin, la protéine dit à l'autre, ça y est, j'ai un substrat, tu peux y aller, envoie ton radical. Voilà, donc on pourrait imaginer, je dis ça parce qu'on pourrait imaginer que pour détecter un radical ici, il suffirait d'enlever le substrat et se dire, ben, il va s'accumuler ici. Non, ça ne marche pas. Alors, je voudrais parler d'une expérience qu'on a fait il y a quelques années qui, je crois, montre pour la première fois qu'il y a transfert de radical d'une protéine à une autre sur 35 angstroms. Ceci s'est passé lorsque, visant à faire des inhibiteurs de l'enzyme, on avait fait des analogues de nucléosides, avec le rêve de, éventuellement, faire un médicament anticancéreux ciblant cette enzyme. Ce n'était pas totalement idiot parce que depuis, il y a un médicament anticancéreux utilisé en clinique, que vous connaissez parce qu'il marche assez bien, qui est la gemcitabine, qui est un difluoro sur ce carbone de prime. C'est tout. H et OH ont été remplacés par 2 fluores. Nous, on était parti sur un SH ici, pour modifier le moins possible, mais on s'était dit qu'il va y avoir une réactivité enfin, on devrait affecter le système. Alors, je ne parle pas de l'aspect anticancéreux, parce que cette molécule in vitro est le meilleur inhibiteur qui existe de ribonucléotide réductase. Malheureusement, il n'a pas passé le cap des tests in vivo, c'est-à-dire que ça marchait moins bien. Je ne parle pas de toxicité, simplement il était beaucoup moins efficace. Je pense que le fait d'avoir un thiol ici est un problème. En tout cas, sur des cellules et des animaux, il n'était pas du tout efficace, enfin pas suffisamment. Mais in vitro, c'est un inhibiteur assez fantastique. D'ailleurs, on le voit ici. Une molécule de ce composé inactive, parce que vous voyez ici, je rapporte l'activité en fonction du rapport drogue-enzyme. C'est 1 pour avoir une activité nulle. Donc on ne peut pas faire mieux. Une molécule suffit à inactiver totalement l'enzyme. Donc on avait caractérisé ça, mais le plus extraordinaire est là. Vous reconnaissez en haut le fameux radical tyrosinyl. Lorsqu'on prenait R1 et R2, qu'on mettait ensemble avec son radical tyrosinyl et qu'on ajoute le substrat, enfin l'analogue de substrat avec le thiol, on s'apercevait que ce radical disparaissait et que... ah non, pardon, excusez-moi. Ce radical, en effet, diminuait et apparaissait un autre radical ici dans le spectre RPE. Et à la fin, ce radical intermédiaire avait disparu, mais le radical tyrosinyl avait disparu aussi totalement. Alors que si vous faites ça sur le substrat naturel, vous voyez en permanence ce radical tyrosinyl, parce que ça va très très vite, et on ne voit pas tous les radicaux intermédiaires, et vous avez 99,9% des radicaux qui existent sur la tyrosine, et ça tourne. Donc on s'est dit, il faut qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que ce radical intermédiaire. Alors en faisant une soustraction de spectre, eh bien voilà le spectre RPE de l'entité intermédiaire. Ce spectre RPE, il a un doublet ici. Alors, on a fait l'hypothèse, pour tout un tas de raisons, et en particulier à cause des caractéristiques
enfin, le couplage et les caractéristiques de ce spectre RPE, que ça pouvait être un radical persulfure, et en faisant la mutation, c'est-à-dire, non, pardon, en faisant le marquage de toutes les cystéines de l'autre sous-unité de R1 avec du deutérium, on s'est aperçu que ce doublet était devenu un singulé, et ceci était la démonstration que le radical qu'on voyait était sur l'autre protéine. C'était la première démonstration, donc, avec cet analogue de substrat, qu'en effet, on part d'un radical sur la sous-unité R2, celle qui est toujours en bas dans mes schémas précédents, et on crée un radical intermédiaire tout en haut. Alors, qu'est-ce que c'est que ce radical? C'était clairement pas notre fameux radical cystéinyl, mais c'était un radical persulfure parce que ce que nous pensons, c'est qu'il se passe la chose suivante. Cet analogue de substrat vient à la place du substrat, rien de particulier. Le X point ici, comme tout à l'heure, arrache un atome d'hydrogène. Il est pas, j'aurais dû... pardon. Comme il y a un thiol ici, et qu'à proximité, vous avez vu, il y a des thiols. On va le revoir. Je crois que j'aurais dû le montrer, mais... Vous voyez, là, j'ai plus un OH, mais j'ai un thiol. Et j'ai une cystéine à côté. Donc je pense que ça fait un disulfure, un pont disulfure, une sorte de cross-link entre le substrat et la protéine. Et lorsque vous créez un radical par arrachement de cet atome d'hydrogène ici par l'autre cystéine qui est de l'autre côté, vous créez cette entité radicalaire qui a tendance à se couper de façon homolytique ici, ici, couper la liaison carbone-soufre. Et en fait, vous créez ce radical persulfure. Et donc, ce qu'on a vu, et les propriétés ici, sont tout à fait en phase avec un radical persulfure. Donc, on a vraiment démontré qu'on partait d'un radical tyrosinyl sur une protéine et qu'on allait sur un radical, ici, stable, parce que c'est un analogue de substrat, ce n'est pas le vrai substrat. Mais voilà, et ça, c'était une assez forte démonstration. Voilà, ça c'était pour vous dire, voilà 2 médicaments anticancéreux, le nôtre malheureusement pas, sinon peut-être je ne serais pas là pour en parler. Je serais sur, je sais pas, en Floride ou sur une plage. Bon, voilà, je vais passer sur une deuxième partie qui va parler de radicaux aussi, de ribonucléotides réductases, mais pour vous parler d'une découverte que nous avons faite qui est quand même qui est très importante. Évidemment, quand vous synthétisez votre protéine, votre ribonucléotide réductase, celle dont je viens de parler, c'est une tyrosine qui est... Enfin, votre chaîne polypeptidique contient une tyrosine, pas un radical tyrosinyl. Il n'y a pas de codon dans l'ADN pour un radical tyrosinyl. Donc, la formation du radical tyrosinyl est une étape d'activation post-traductionnelle. C'est-à-dire que la protéine est d'abord synthétisée et ensuite modifiée. C'est une modification tout à fait particulière puisque c'est un atome d'hydrogène qui est arraché. Vous savez, il y a plein de modifications post-traductionnelles des protéines. Elles peuvent être phosphorylées, elles peuvent être nitrosylées, enfin, elles peuvent être sucrées, enfin, etc., etc. Il peut se passer des tas de choses. Là, c'est juste un atome d'hydrogène qui est arraché. Une modification post-traductionnelle tout à fait particulière. Et c'est une oxydation. Parce que pour le moment, je n'ai rien dit sur le fer. Le fer n'est pas du tout intervenu dans toute la chimie que j'ai décrite. À quoi il sert? Eh bien, il sert à créer ce radical. Ce fer, ce centre binucléaire de fer, il est très très proche, on le voit dans la structure aux ions X, de la tyrosine. Et cette oxydation se passe par une activation réductrice de l'oxygène moléculaire. Donc c'est l'oxygène qui est l'oxydant de la tyrosine, et ce fer n'est là que pour catalyser l'oxydation monoélectronique de la tyrosine en radical via une activation réductrice de l'oxygène moléculaire. Alors, ce qui se passe, c'est que le fer vient se fixer à l'état fer2, il réagit avec l'oxygène moléculaire pour donner une entité, je ne rentre pas dans le détail, à haut degré d'oxydation du fer, et cette entité fer4 est responsable de l'oxydation à un électron de la tyrosine. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais
ces systèmes à 2 atomes de fer couplés par un pont oxo, c'est une assez grande famille d'enzymes. Sans doute la plus connue, qui a eu pas mal de succès à l'époque, c'est la méthane monooxygénase, parce qu'il s'avère qu'il y a des bactéries qui transforment le méthane en méthanol, des méthanotrophes. L'industrie pétrolière s'est beaucoup intéressée à ça il y a pas mal de temps. Et les enzymes qui font ça, ce sont les méthanes monooxygénases, et le site actif est rigoureusement, enfin pas rigoureusement, mais très très proche du site actif de la ribonucléotide réductase. Donc la nature n'a pas choisi que des porphyrines de fer, genre cytochrome P450, pour faire des oxydations. Elle a aussi choisi des systèmes à base de 2 atomes de fer couplés par un pont oxo, comme ça. Alors, pour moi, la conséquence, c'est surtout de ça, c'est que nous faisons de l'ADN, nous les hommes, que parce qu'il y a de l'oxygène moléculaire. L'oxygène est absolument essentiel à la production de l'ADN, parce que essentiel à la production des précurseurs de l'ADN. Et lorsque on a réalisé ça avec Peter Richard à la fin des années 80, on s'est dit, mais comment font les micro-organismes anaérobies, ceux qui poussent en absence d'oxygène? Et personne ne s'était jamais posé cette question. Je vais en parler. On a découvert l'enzyme qui fait les désoxyribonucléotides chez les micro-organismes anaérobies. C'est une enzyme complètement différente de celle-là. Donc ça, c'est très important. Mais encore plus important, c'est qu'on s'est aperçu avec le temps, et aujourd'hui c'est un grand sujet, cette enzyme-là fait partie, on ne savait pas à l'époque, mais fait partie d'une des plus grandes familles d'enzymes qui existent dans le vivant, et qui toutes marchent avec un mécanisme radicalaire. Alors, voilà, je vais parler de cette question, comment les désoxyribonucléotides sont-ils biosynthétisés chez les organismes anaérobies? Et ce travail a été fait au début en collaboration avec Peter Richard, j'en ai parlé, c'est lui qui avait découvert l'enzyme dont je viens de parler, et avec qui j'ai découvert la deuxième. Étienne Muliez est directeur de recherche au CNRS à Grenoble, il a joué un rôle très important, et Sandrine est aussi est chargée de recherche à Grenoble, et elle a participé à ce projet. Bon, je crois que je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vais arriver à la fin. Voilà, je vais montrer ça. Après 15 ans de travail pour caractériser chacun des composants du système, en 2003, ça a été complété, oui, en 2002, complété par un papier dans PNAS en 2003, on a à peu près l'image de ce que c'est que ce système. Ce système est une enzyme qui, en effet, réduit les ribonucléotides en désoxyribonucléotides. C'est une ribonucléotide réductase. L'enzyme qui fait cette chimie et qui a été cristallisée, voilà la structure aux rayons X, est une enzyme qui n'est active que si il y a un radical. À nouveau, ce n'est pas sur une tyrosine cette fois-ci. C'est sur la chaîne principale de la chaîne polypeptidique, et c'est une glycine. Ici, c'est un atome d'hydrogène d'une glycine qui a été arraché. Là encore, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de vie en anaérobiose si, à cet endroit-là d'ailleurs, sur cette boucle-là, cette glycine qui est là n'a pas perdu un atome d'hydrogène. Voilà à quoi dépend la vie des organismes micro-anaérobies. Ce qu'on a découvert, c'est que là aussi, pour faire ce radical, il faut une chimie. Et on a découvert une deuxième protéine que j'appelle l'activase, parce qu'elle active ce système, qui est responsable de l'arrachement d'un atome d'hydrogène, spécifiquement sur cette glycine. Et ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que une des caractéristiques de cette enzyme, c'est que là aussi, c'est une métalloenzyme, mais c'est un cluster fer-soufre. D'une part, qui est
accroché par 3 cystéines qui ont cette séquence-là, ça c'est une caractéristique de la famille, et qui accroche par ailleurs sur le 4e atome de fer de la S-adénosyle méthionine. Alors qu'est-ce que c'est que cette molécule? Est-ce que je... Non, je vais le faire... bon. Voilà. La S-adénosyle méthionine, c'est cette molécule. Donc, l'activase a besoin de cette protéine, c'est une petite molécule, et a besoin d'un centre fer-soufre. Alors, ici, j'avais prévu cette diapositive pour vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, ce que c'est qu'un cluster fer-soufre. C'est un assemblage d'atomes de fer et d'atomes de soufre, en général accrochés à la chaîne polypeptidique par des chaînes latérales d'acides aminés, le plus souvent des cystéines. Ici, par exemple, vous voyez une protéine appelée 4 fer, 4 soufre, parce qu'il y a 4 atomes de fer et 4 atomes de soufre en pont, qui est accrochée par des cystéines dans la chaîne polypeptidique. Eh bien, c'est à ça que ressemble notre activase. Et comment les choses se passent? Qu'est-ce qu'on a pu montrer? Alors, on a une structure aux rayons X de la partie réductase. Et vous voyez, c'est assez extraordinaire parce que, là encore, on a découvert que, à côté du substrat, c'est également une cystéine. Comme dans la classe de ribonucléotides de réductase dont j'ai parlé. Donc, cette chimie radicalaire est tellement essentielle que, quels que soient les ribonucléotides réductase, tout a été fait pour accumuler un radical sur une cystéine très proche du substrat. Et là, par contre, il n'y a pas de transfert de radicaux à 35 angstroms. Parce que la fameuse glycine, elle est là. Là, il y a une alanine parce que cette glycine a été mutée en alanine, justement pour des raisons pratiques, mais elle est là. Donc là, c'est un arrachement d'atomes d'hydrogène. Il n'y a pas de transfert. On peut le revoir ici, vous voyez. Le site actif, il ressemble à ça. Il y a le radical glycinyle, il y a la cystéine. Donc probablement, ce qui se passe, c'est que cette radical glycinyle va arracher un atome d'hydrogène. Ça va faire le radical cystéinyle qui va arracher l'atome d'hydrogène du substrat et faire la même chimie. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez, c'est la même chimie. Regardez, le radical sur la glycine, il passe sur la cystéine, ça arrache l'atome d'hydrogène du substrat, la chimie se fait, celle-là, là, et puis ça revient. Voilà comment ça se passe. Bon, tout ça, ce n'est pas nécessaire, c'était pour faire plaisir à quelques spectroscopistes, mais ce n'est pas la peine. Alors, maintenant, comment se passe la formation de ce radical? Je vous ai montré qu'il y avait un radical, mais contrairement à la ribonucléotide réductase précédente, il est, ce radical, dans la protéine. Il est dans la protéine qui fixe le substrat, alors que tout à l'heure, il était dans une autre protéine. Mais comment il est formé? Eh bien, il est formé par l'activase. Et donc là, on va avoir aussi un problème de transfert de radicaux, parce que le radical primaire qui va être formé va être dans l'activase. Et ce radical primaire va faire quelque chose à la deuxième protéine. Donc on a aussi un problème de transfert de radicaux. Alors, voilà le système, je vous décris comment ça se passe. Vous avez un réducteur, c'est le NADPH, c'est un réducteur classique en biologie. Il réduit une flavodoxine réductase, qui est une protéine qui a une flavine, FAD. Ces électrons passent ensuite à une flavodoxine, qui est aussi une enzyme à flavine. Et cet électron qui est là est transféré à l'activase avec son cluster 4 fer 4 soufre. Ceci est un modèle. Hein, on n'a pas de structure aux rayons X de l'enzyme. Et donc on a un électron stocké dans ce cluster 4 fer 4 soufre. Étape suivante, j'associe maintenant l'activase avec le substrat, avec la ribonucléotide réductase où se fait la réduction du substrat. Vous voyez ici le site où il y a la glycine, vous voyez le site où il y a la cystéine qui va devenir radicalaire, mais on est ici pour le moment avec les électrons.
Ensuite, cette molécule, la S-adénosylméthionine, se fixe à l'intérieur de cela. L'électron bascule du cluster fer-soufre vers cette molécule. Et ça a pour effet de casser de façon homolytique la liaison soufre-carbone, c'est ce que j'écris ici, et vous créez un radical, ici, 5'-déoxyadénosine. Il y a un radical ici. Ce radical est extrêmement réactif. La liaison carbone-H de la 5'-déoxyadénosine, c'est quelque chose comme 100 kcal par mol, il y a guère plus élevé. Donc ce truc-là, dès qu'il va trouver un atome d'hydrogène, il va l'arracher. Ben, vous voyez qu'il y en a un paquet d'atomes d'hydrogène là, dans tout ça. Et pourtant, ce radical qui est formé ici, sur une protéine, va trouver son chemin, on ne sait pas comment, pour aller taper sur exclusivement cette glycine pour lui arracher un atome d'hydrogène. Ça, c'est un truc absolument fascinant pour moi. On ne sait pas encore comment les choses se passent. Malheureusement, on n'a pas non plus de structure aux rayons X du complexe qui nous permettrait de comprendre comment les choses s'imbriquent. On a quand même voulu démontrer que, en effet, c'était ce radical-là qui allait arracher cet atome d'hydrogène et pas, comme dans la ribonucléotide réductase précédente, une chaîne de transfert de radicaux. Alors on a fait la manip suivante. On a produit cette protéine avec toutes les glycines deutérées. D'accord? La preuve qu'elle est deutérée, c'est que, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être, mais... Ah non, je ne l'ai pas montré, je vous le montre quand même. Voilà. Le radical glycinyl, comme le radical tyrosinyl, il se voit par spectroscopie RPE, il est assez stable. Le voilà, c'est un doublé. C'est normal, c'est le couplage de ce spin avec l'hydrogène. Si vous mettez un deutérium, ça va faire quoi? Ça va faire un singulé, normalement. Donc si vous avez bien marqué vos glycines, c'est ce que vous devez voir. Voilà. Donc on a bien marqué cette protéine. Lorsque cet atome ce radical arrache un atome d'hydrogène là, il devient 5'-déoxyadénosine avec un hydrogène ici. Si l'attaque est directe, ça veut dire qu'il y a un deutérium qui va passer là. Donc si on arrive à isoler le produit de l'arrachement d'hydrogène, qu'on l'analyse par spectre de masse, on devrait savoir s'il y a du deutérium ou pas. Et en effet, je ne rentre pas dans le détail, mais on a un deutérium. Et donc là, le résultat, c'est qu'en effet, il se passe ce truc absolument fascinant, qu'il y a un radical hyper réactif qui est créé sur une protéine, et qui se balade d'une protéine à l'autre, et pour aller taper dans un endroit qui est d'ailleurs assez protégé si vous regardez la structure, pour arracher sélectivement un atome d'hydrogène sur une glycine. Et ce n'est qu'à cette condition que la bestiole est capable de faire des désoxyribonucléotides et de l'ADN. Ça, c'est des détails. Voilà. Alors, quand on a... Je vais terminer là-dessus. Quand on a découvert cela et qu'on s'est intéressé ensuite à la chimie qui se mettait en œuvre dans ces ribonucléotides réductases, on n'a pas tout de suite vu qu'à deux endroits dans le monde, en Allemagne d'une part, avec Joachim Knappe, qui est un biochimiste absolument fantastique, qui est mort malheureusement depuis 7-8 ans. D'autre part, Perry Frey à l'université de Wisconsin. Donc en même temps que nous, je veux dire Peter Echard et moi-même, on travaillait sur des systèmes qui avaient des propriétés semblables, c'est-à-dire qui avaient besoin de clusters fer-soufre, qui avaient besoin de S-adénosylméthionine, qui visiblement faisaient des radicaux. Eh bien, c'était la pyruvate formatliase, la lysine aminomutase et notre ribonucléotide réductase. Évidemment, tout ça a convergé. On s'est dit qu'on avait des enzymes un peu de la même famille. Quand les génomes se sont accumulés et qu'on a commencé, pas nous, mais des bioinformaticiens ont commencé à regarder ces génomes sous l'angle d'une famille potentielle autour de ces trois protéines, là, c'était un premier choc. C'est un papier qui a été publié en 2001 et uniquement sur la base de la séquence cystéine
3 acides aminés cystéine, 2 acides aminés cystéine, qui sont les cystéines qui fixent le cluster fer-soufre. En 2001, 600 séquences sont sorties. Ici, j'en donne quelques-unes parce que en rouge, c'est les systèmes sur lesquels on travaille. On travaille aussi sur la synthèse de la biotine, on travaille sur des enzymes de réparation de l'ADN, on travaille sur des enzymes de modification d'ARN de transfert qui tous fonctionnent avec des radicaux. Eh bien aujourd'hui, et il n'y a pas longtemps, Jean Wessenbach, à la Génopole d'Evry, m'a dit qu'il y avait quelque chose comme 4000 à 5000 séquences aujourd'hui. C'est une des familles les plus grandes qui existent d'enzymes, et ce sont des enzymes toutes qui fonctionnent avec des radicaux. Donc là, détruisant complètement le dogme dont je parlais précédemment, à savoir que la nature a choisi pour faire tout un tas de choses, biosynthèse de cofacteurs, acide lipoïque, PQQ, molybdotérine, étape de synthèse d'antibiotiques comme la désosamine, mitomycine, phosphomycine, synthèse de vitamines comme la biotine, la thiamine, synthèse d'alcaloïdes, synthèse de chlorophylle, métabolisme de sucre, d'aminoacides, d'hydrocarbures, modification de tout un tas de macromolécules biologiques, ARN de transfert, enzymes, réparation d'ADN, tout ça, ça marche avec des radicaux. Ça, c'est une vraie grande découverte. Voilà, et tous ces systèmes fonctionnent. Alors, on n'a pas l'information sur les 6000 séquences. Il y a une dizaine de systèmes qui sont étudiés à l'heure actuelle, qui ont été caractérisés. Et chaque fois que quelqu'un s'intéresse à une enzyme qui a CX3, CXT2, CX2C, effectivement, démontre qu'il y a un cluster fer-soufre, que la S-adénosylméthionine est nécessaire. Et finalement, toute cette famille-là, on a publié des choses d'ailleurs en 2010, une revue là-dessus, toute cette famille-là fonctionne avec un cluster fer-soufre à l'état réduit qui a stocké un électron, qui fixe la S-adénosylméthionine. Dans ce complexe, un électron passe du cluster inorganique à la partie organique. Ça conduit à couper cette liaison soufre-carbone, à créer ce radical extrêmement réactif, dont la seule fonction est d'arracher un atome d'hydrogène sur un substrat. Ça peut être une protéine, comme je vous l'ai montré dans le cas de la ribonucléotide réductase, mais ça peut être un substrat qui est transformé ensuite en protéine. Et pourquoi c'est intéressant de faire cette chimie-là? Parce qu'à partir du moment où ce substrat, qui est assez réfractaire à la transformation chimique, est devenu un radical, évidemment, il devient lui-même réactif et ça va jusqu'au produit. Voilà, peut-être un dernier mot. J'ai dit que j'aimerais bien dire un petit mot sur l'évolution. En réalité, il existe 3 classes de ribonucléotides réductases, toutes responsables de la biosynthèse des désoxyribonucléotides dans différents organismes. Chez les eucaryotes, c'est la classe 1, c'est celle dont j'ai parlé d'abord. Chez les micro-organismes, c'est la classe 3. Et il en existe une deuxième, qui est très abondante chez les bactéries, c'est la classe 2 dont je n'ai pas parlé. Regardez ces structures. Elles sont toutes identiques, très proches. Elles contiennent toutes une boucle où il y a une cystéine qui est absolument essentielle à l'activité et dont on pense que c'est le site radicalaire cystéinyle qui attaque le substrat. Ça, c'est pour dire que les ribonucléotides réductases, toutes les ribonucléotides réductases aujourd'hui responsables de la synthèse de l'ADN, viennent d'un ancêtre commun. À un moment donné dans l'évolution est apparue une ribonucléotide réductase. Probablement la nature a dû trouver qu'il fallait faire de la chimie radicalaire. Probablement il y a eu une solution qui a été trouvée avec une cystéine radicalaire. Et ensuite il fallait trouver comment créer cette cystéine. Eh bien dans le cas de la classe 3, vous l'avez vu, c'est un cluster fer-soufre avec cette petite molécule. Dans le cas de la classe 1, c'est en effet ce système que j'ai décrit assez en détail avec le radical tyrosinyle. Et la classe 2, j'en ai pas parlé, mais elle est intéressante parce que c'est une enzyme qui dépend de la vitamine B12. Et cette vitamine B12, vous voyez, c'est ce cofacteur absolument magnifique avec un cycle tétraazoté, c'est une chorine, et avec un cobalt. Et c'est un des rares cofacteurs organométalliques. Il y a une liaison cobalt-carbone ici. Eh bien, ce système fonctionne en cassant la liaison cobalt-carbone de façon homolytique. Et qu'est-ce que vous créez? Vous créez un radical sur ce carbone. Et ce radical, lorsque vous regardez la structure aux rayons X, il est très proche d'une cystéine, à nouveau,
qui va devenir la cystéine radicalaire. Donc tous les systèmes fonctionnent comme ça, il y a une sorte de convergence. Là où ça a divergé, c'est dans les modes de production de ces radicaux. Voilà, alors quand on demande, finalement, il y a eu une ribonucléotide réductase primitive qui a permis l'arrivée de l'ADN à la surface de la Terre. Qu'est-ce que c'était? Je fais la proposition que c'était plutôt assez proche de la classe 3 pour les raisons suivantes. La première, c'est que, en effet, c'est l'enzyme qui fonctionne en anaérobiose et il n'y a pas de doute que l'ADN est arrivé avant l'oxygène. L'oxygène est un produit tardif de l'évolution, il y a 2 milliards d'années à peu près, l'ADN est arrivé avant. La deuxième raison, c'est que pour faire ces radicaux, on a besoin de choses pas très compliquées. On a besoin d'un cluster fer-soufre qui fait penser à ces minéraux de type pyrite, dont on sait qu'ils ont joué un rôle extrêmement important à l'origine de la vie, et une petite molécule qui, vous le reconnaîtrez, est certainement là depuis longtemps. C'est une molécule du monde ARN-protéine, puisque c'est un ribonucléoside qui est accroché à la méthionine. Donc c'est une protéine qui... c'est une molécule qui nous fait penser qu'elle était là depuis longtemps. En tout cas, elle n'est pas très compliquée. Et en plus, on voit bien que pour former des radicaux, si on envoie un électron là-dedans, on fait un radical, par cassure de cette liaison soufre-carbone. Et puis une autre raison, c'est que le réducteur qui permet la formation du désoxyribonucléotide est le formiate, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, le formiate, c'est une molécule à 1 carbone qui est là depuis l'origine des temps. Et j'ai oublié de le mentionner, mais vous aurez noté que c'est le même radical 5'-déoxyadénosyle qui est formé par réduction de la S-adénosylméthionine et formé par l'adénosylcobalamine. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour vous faire la surprise, mais ce morceau-là, qui est accroché au cobalt, c'est exactement le morceau qui est accroché au soufre du sulfonium. Et donc il y a cette idée que la nature a été très contente avec ce radical, l'a formé au début avec des systèmes relativement frustres, simples, et qu'ensuite, mais sans perdre cela, puisque encore aujourd'hui, je vous ai dit, il y a des milliers de systèmes qui fonctionnent avec cette chimie-là, dans certains cas, a préféré utiliser le même radical, mais stocké sous la forme d'un complexe organométallique cobalt-carbone. Voilà, j'ai terminé avec cette histoire. Excusez-moi, j'ai été assez long. J'espère que j'étais assez enthousiaste pour vous montrer combien ces choses-là me fascinent. Sont compliquées à étudier. Je ne vous dis pas, évidemment, toutes les précautions qu'il faut pour étudier ces systèmes. Toute cette chimie-là ne peut pas être explorée sans boîte à gants extrêmement efficace, parce que lorsque, en particulier avec la classe 3, le radical glycinyl, dès que vous avez de l'oxygène, l'oxygène réagit avec le radical glycinyl, fait des complexes peroxy, ça casse la chaîne polypeptidique, donc voilà. Donc, les clusters fer-soufre sont sensibles à l'oxygène, enfin bon, etc., etc. Donc ce sont des systèmes très compliqués, mais la chimie peut apporter, et il n'y a que la chimie qui peut apporter ce degré de compréhension des mécanismes, des structures. Et aujourd'hui, d'ailleurs, franchement, à l'échelle de la planète, la chimie des systèmes enzymatiques est traitée non pas par des par des biologistes, mais par des chimistes. Un peu partout dans le monde, c'est comme ça. J'en profite pour dire que je continue à penser un peu comme je l'ai lu il n'y a pas longtemps de George Whiteside. Ceux qui connaissent George Whiteside peut-être savent que c'est le chimiste aujourd'hui actuel, chimiste américain, qui est le plus cité de tous les chimistes du monde. Il doit avoir, je ne sais pas, quelques milliers de publications. Et on l'a élu comme membre étranger à l'Académie l'année dernière, et qui dit quelque chose comme « The nature of the cell is just a molecular problem ». Donc je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet, le chimiste, c'est tout à fait justifié que le chimiste s'intéresse avec sa vision réductionniste, moléculaire, au système du vivant. Je dis ça, ça paraît trivial peut-être pour vous, mais ce n'est pas si trivial que ça, à une époque où les biologistes
d'une manière générale, parce qu'ils ont accès au génome, au protéome, au transcriptome, au métabolome, pensent que la biologie ne peut être traitée qu'avec cette globalité. On parle de biologie des systèmes, on parle de biologie intégrative, et ça, de mon point de vue, rallonge la distance entre la biologie et la chimie aujourd'hui. Voilà, j'affirme que la chimie peut apporter, même avec son approche réductionniste, des réponses tout à fait originales à la compréhension du vivant. C'est ce que j'ai essayé de faire. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait des systèmes au niveau réactivité, redox en particulier, plus compliqués que ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Cette exploration du monde des enzymes et des radicaux, des électrons à travers ces enzymes. Je pense qu'il y a des temps pour les questions. J'ai une question, c'est les moyens physiques. Vous avez parlé de la résonance paramétrique électronique. Paramagnétique électronique. Oui. Et de la diffraction rayon X. Oui. Alors, la diffraction rayon X, c'est à l'ESRF, des choses comme ça. Oui, alors on a de la chance à Grenoble, en effet, d'avoir accès assez facilement. Bon, moi je ne suis pas cristallographe, mais on collabore avec des cristallographes. En particulier, il y a l'Institut de biologie structurale à Grenoble, hein, qui est un grand centre de cristallographie de protéines. On a des collaborations là, mais on a des collaborations un peu partout dans le monde. Le SRF, oui, c'est un outil. Oui. Soleil, non, pas moi, mais plutôt SRF et puis à l'étranger. Pour la résonance paramagnétique électronique, bon, il s'avère qu'on est équipé en spectromètre, et puis le centre du CEA à Grenoble est assez bien équipé en RPE, mais aussi en d'autres techniques de résonance paramagnétique, genre Andor, iScore. Il y a des spécialistes sur le centre qui permettent d'étudier plus en détail, vous voyez, les interactions hyper fines. Donc, c'est un couplage du spin du deutéron, par exemple, du proton avec l'électron. Voilà, c'est ça, par exemple, pour expliquer un certain nombre enfin, la complexité de certains des signaux que l'on voit. Oui. C'est des signatures qui sont intéressantes parce qu'on peut avoir de bonnes informations. Vous avez vu, cette simple deutération d'une glycine permet de façon extrêmement claire de voir, de conclure, quoi. Pour faire suite à cette question, plusieurs fois vous avez dit que vous n'aviez pas la structure du complexe. Ouais, du complexe. Alors, du complexe, est-ce que c'est parce que c'est transitoire? Ouais. Quel Alors, temps propre? Oui, alors, excusez-moi, alors, dans le cadre de la première enzyme dont j'ai parlé, R1 et R2, où, vous savez, où il y avait le radical tyrosinyle, là, c'est simplement que enfin, le complexe est stable, mais ça diffracte pas assez pour qu'on ait l'information. Il y a des cristaux qui sont obtenus, mais je crois qu'ils en sont toujours à 7 angstroms de résolution, ou 6, ou bon. On n'arrive pas à geler l'histoire de ce truc-là pour le... Ouais, voilà. Dans le cas... Dans le cas de l'autre, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un truc qu'on a démontré. Il fatigue là. Excusez-moi. Voilà. Dans le cas de l'autre protéine, donc là, en fait, la sous-unité bêta interagit. Vous voyez, là, il y a un truc absolument extraordinaire aussi. Interagit avec la ribonucléotide réductase de façon transitoire. Et ce qui se passe, c'est que lorsque cette sous-unité alpha n'a pas de radical, bêta se fixe et crée le radical. D'accord? Mais une fois que le radical est formé, bêta s'en va. Vous imaginez cette situation dans laquelle deux protéines n'interagissent plus simplement parce qu'il y a un atome d'hydrogène qui a été enlevé au cœur d'une des protéines, et ça a un effet sur l'interaction entre les deux protéines. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Or, bon, là, c'est bien ce qui se passe, c'est-à-dire que l'interaction est transitoire. J'avais une deuxième question, c'est dans l'histoire de la vie versus l'histoire de l'oxygène. Oui. Elles sont un peu couplées quand même, ces deux histoires.
Ah non, elles ne sont pas du tout couplées. Enfin, elles sont... Maintenant, bon, c'est à peu près clair que les premiers organismes assez élaborés, avec une membrane, avec de la réplication, etc., c'est il y a 3,5 milliards d'années. L'oxygène, c'est 2 milliards d'années. Quand l'oxygène est arrivé, et la source principale d'oxygène, c'est la photosynthèse, la vie est hyper élaborée déjà. D'ailleurs, pour faire de la photosynthèse, je le sais en tant que chimiste, c'est très compliqué. Et non, mais je veux dire, les systèmes photosynthétiques sont des systèmes extrêmement complexes. Et l'oxygène voilà, l'oxygène est le produit d'une vie très élaborée. Par contre, là où il y a un lien, c'est qu'en effet, quand l'oxygène est arrivé et s'est accumulé, il y a eu la disparition de 80, enfin je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais 95% des organismes vivants ont disparu. Il n'y a que ceux qui étaient un peu résistants à l'oxygène qui sont restés. Ensuite, ceux-là se sont débrouillés pour inventer des trucs qui évitaient la toxicité de l'oxygène. Il y a quelques micro-organismes qui étaient anaérobies qui ils se sont dit, bon, je reste dans ma niche, je ne vais pas dehors, et ils sont restés anaérobies, et en mettant aussi des protections. Voilà, donc il y a eu un impact terrible de l'oxygène dans l'évolution de la vie, mais elle était déjà très élaborée. Purement destructeur, si je comprends bien. Oui, alors, oui, vous voyez, quand on parle aujourd'hui de la toxicité des gaz de notre atmosphère, on parle du CO2, etc. Mais vous voyez, comme tout est relatif, c'est-à-dire l'oxygène qui nous est si indispensable a été mortel pour la plupart de nos compatriotes sur la Terre, il y a longtemps. Donc quand le CO2 nous tuera, il y aura sûrement des organismes vivants qui supporteront et il y aura une autre vie, et pourquoi pas. Ouais. Dans la modélisation, en fait, je voulais savoir comment vous prenez en compte l'eau, le solvant. Alors, je n'ai pas parlé de modélisation tellement, là. Vous voulez dire lorsque je fais le complexe par docking, c'est ça? Oui. Ça, je ne sais pas très bien. Je peux pas vous... Est-ce que toutes les manips que vous faites, c'est dans l'eau? Ah oui. Moi, je suis un expérimentateur. Enfin, je le suis moins aujourd'hui, mais enfin, mes équipes sont des équipes d'expérimentateurs. Les informations structurales viennent des collaborations avec des cristallographes. Si vous avez accès, je crois que vous pourrez avoir accès au PowerPoint par le biais du site. Il y a des citations. Je crois que j'ai fait attention de citer les gens. Voilà, mais voilà. Donc nous, on fait effectivement les manips dans des tampons à queue. Donc il y a plein d'eau. En même temps, à l'intérieur des protéines, il n'y a pas plein d'eau. Vous savez sans doute que le milieu intraprotéique est un milieu qui ressemble plus, dans le site actif, il ressemble plus au benzène qu'à l'eau. Il y a des constantes diélectriques qui sont plus proches de, je sais pas, 3, 4, 10 au maximum, et pas 80, quoi. Donc, dans ton nucléoside modifié avec un thiol, Ouais. tu dis que c'est un cytotoxique. Non, oui, c'est ça, oui. Non, je dis que c'est un très bon inhibiteur de l'enzyme. Mais d'accord. Mais donc, il n'est pas sélectif. Si cette enzyme se retrouve dans toutes les cellules... Ah, d'accord. Ça, tu soulèves un autre problème que je n'ai pas soulevé. C'est que... Alors, encore une fois, donc dans notre cas, ça marchait très bien sur l'enzyme purifiée, ou même sur des extraits. Après, il y avait tout le problème de la pénétration dans les cellules, la métabolisation de ce truc, sans doute parce qu'il y avait le thiol. Bon. Là où, effectivement, tu soulèves, j'aurais dû le dire pour être un peu plus honnête, mais c'est que la ribonucléotide réductase comme cible, c'est pas très simple, parce qu'en effet, il y a des ribonucléotides réductases aussi bien dans les cellules cancéreuses que dans les bonnes cellules. Et que donc il faut trouver un moyen de taper sélectivement sur les cellules cancéreuses. Donc c'est un gros problème, et effectivement, c'est pour ça qu'il y a si peu de molécules ciblant cette enzyme. L'hydroxyurée est un vieux médicament anticancéreux qui tape sur la ribonucléotide réductase, mais qui est hyper toxique. Enfin, voilà, après il faut faire des choses comme ça. Néanmoins, la gemcitabine avec ces deux fluors, pour des raisons que je ne comprends pas bien, tape sur les cellules cancéreuses et pas trop sur les cellules normales. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de savoir pourquoi
Non, j'ai envie de... enfin, on se dit que s'il faut créer un radical cystéinyl, bon, je comprends assez bien qu'il n'y ait pas un radical cystéinyl tout le temps, parce que c'est un truc très réactif, donc c'est bien que ce radical cystéinyl ne se forme que quand il y a le substrat. Alors, je n'ai pas dit une chose qui aurait rendu encore plus complexe ces systèmes, c'est que ces systèmes font l'objet d'une régulation dite allostérique d'une très grande complexité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez produit votre désoxyribonucléotide, il se phosphoryle et il se refixe ailleurs sur la protéine et il y a des changements conformationnels qui disent j'ai assez de DATP, par exemple, maintenant réduit plutôt des G ou des C, bon, etc. Parce qu'on a une autre complexité donc là-dedans, c'est que c'est la même enzyme qui réduit 4 substrats. Et pourtant, dans la cellule, les taux relatifs des 4 désoxyribonucléotides doivent être parfaitement contrôlés. Donc ça ne peut pas être n'importe quoi avec tout ce qui tombe n'importe comment. Etc. Donc il y a des signaux extrêmement complexes. Donc je comprends que tout ça soit bien régulé, donc il n'y ait pas un radical cystéinyl. Effectivement, si je faisais de la chimie, je dirais je vais mettre un radical très proche de la cystéine, et quand le substrat viendra, boum, ça tapera, ça fera la chimie. Voilà. Donc le radical glycinyl est la chose relativement simple. Et avec l'adénosylcobalamine, finalement, c'est la même chose, parce que le cofacteur B12 se met proche de la cystéine, ça casse, paf, ça tape. Donc, quand l'oxygène est arrivé, visiblement, la nature s'est dit, il faut que je mette ce radical ailleurs. Plus loin, beaucoup plus loin. Pas un tout petit peu plus loin, 35 angstroms. Enfin, il n'y a pas d'exemple où il y a des distances plus grandes de transfert de radicaux que ce dont je vous ai parlé. Donc, est-ce que c'est parce que l'oxygène... Alors d'abord, tyrosine, c'est moins réactif vis-à-vis de l'oxygène que la glycine. Mais en même temps, 35 angstrom, si c'est par un parcours par saut, c'est étonnant qu'il ne soit pas plus inhibé. Qu'il ne soit pas plus inhibé au cours du parcours pour qu'il n'est pas plus perturbé. Bien sûr, tu prends un risque, parce que tu vois, les enzymes, elles bougent, hein, les protéines, ça, hein, tu vois, ça remue, quoi. Et évidemment, ça remue, c'est à la fois un inconvénient, parce que tu pommes les bombes conformations, et en même temps, tu les trouves, quoi, parce que tu explores plein de conformations possibles, et à un moment donné, tu tombes sur une qui t'envoie le radical. Mais en effet, tu prends tous les risques de perdre le radical en route. Mais la nature a trouvé quand même un avantage à aller le mettre loin. Alors ça, je ne sais pas très bien pourquoi. Je me dis que la tyrosine, c'est pas idiot dans un environnement oxygéné, plutôt qu'une glycine. Mais là, pourquoi l'avoir mis si loin Et justement, est-ce que c'est robuste à la température? Ah ben oui. Cette tyrosine? Non, justement, ce transfert à 35 Est-ce que c'est robuste Est-ce qu'il y a des gens qui essaient un peu de chauffer ces systèmes? Je ne sais pas. Ouais, justement. Ouais. Est-ce que c'est robuste à ça, quoi? Cela dit, on s'est posé cette question de la température parce que on a exploré beaucoup de choses sur cette question de la synthèse de l'ADN et on s'est dit, mais, de la même façon qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en anaérobiose, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans les hyperthermophiles? Donc on est allé avec Patrick Forter, peut-être vous en avez entendu parler, qui est un biologiste qui est un des grands spécialistes français de ces questions d'origine de la vie, que j'ai invité d'ailleurs, qui sera au Collège de France la semaine prochaine pour faire un séminaire dans le cadre de mes cours. On est allé prendre Pyrococcus furiosus, vous imaginez le nom, ce que ça évoque. Donc c'est un truc qui pousse à 100 degrés, sous forte pression, etc. On s'est dit, normalement, à cette température-là, on va découvrir une énième ribonucléotide réductase qui est adaptée au truc. Eh bien, on a trouvé un truc qui est assez marrant, qui a été publié dans PNAS il y a quelques années. On a trouvé une enzyme qui était B12 dépendante. Alors là, on était très surpris parce que vous prenez de la vitamine B12, de l'adénosylcobalamine en solution, vous la mettez à 100 degrés, il ne reste plus rien en 3 secondes. Donc la protéine permet de stabiliser ce truc. Et ce qui est assez marrant, c'est que la protéine ressemblait beaucoup plus à la classe 1, avait plein de caractéristiques très proches de la classe 1, mais faisait le radical avec l'adénosylcobalamine. Encore une fois, parce que je pense qu'il y a eu... L'histoire, c'est qu'il y a eu un ancêtre commun. Il y a tout d'un coup, la nature a inventé un truc
qui permettait de transformer les ribos en désoxyribose, et que petit à petit, avec l'évolution, la même chose a été gardée en bricolant, enfin c'est le bricolage de Jacob, de François Jacob, le bricolage du vivant, pour s'adapter comme ça, mais en gardant le cœur qui est un radical sur une cystéine. Voilà. J'aurais une autre question un peu provocante. Tu as dit que ce système était capable d'arracher de l'hydrogène à des alcanes. À des alcanes. Oui, méthane. Oui, alors, non, j'ai parlé de méthane monooxygénase. Oui, alors, dans la méthane monooxygénase, il n'y a pas de radical tyrosinyle. Par contre, il y a des fers à haut degré d'oxydation qui font l'oxydation du méthane. Donc, il y a des complexes de type ferryle, fer oxo, qui arrachent un atome d'hydrogène du méthane, et ensuite, ça permet de transférer l'oxygène. Voilà. Donc le début ressemble à la ribonucléotide réductase. Sauf que la ribonucléotide réductase utilise ce système binucléaire de fer pour oxyder un truc qui est un phénol, qui est vachement plus facile à oxyder que du méthane, bien sûr. Voilà. Non, mais justement, ma question, c'est est-ce que ce genre de système capable d'arracher un atome d'hydrogène à un alcane pourrait être utilisé pour détruire des polymères, par exemple? Ouais. Alors là, oui, alors là, tu tombes sur une science que nous avons nous-mêmes fait au labo. Donc on a fait des... Et alors qui a été très développé par des gens comme Steve Lippard au MIT, par Larry Kay dans le Minnesota, donc des gens qui ont fait des petits complexes binucléaires de fer pour faire des oxydations. Donc là, il y a toute une littérature depuis 20 ans peut-être, où ces entités-là ont été étudiées comme catalyseurs pour des tas de réactions d'oxydation, en effet. Nous, on a eu dans notre temps, on a fait le premier, on a fait de la sulfoxydation asymétrique en mettant sur les binucléaires de fer des ligands de type chiragène, tu sais, de von Zelewski, c'est des BP ou des phénanthrolines chirales. Bon, voilà, les gens se sont amusés avec ces entités-là. Enfin, toi, tu connais ça très bien. Ouais. Tushag a fait des choses. Ouais. Tushag, il faisait moins de réactivité. Tushag, mais... Il regardait plutôt l'aspect structural. Voilà, il y a les valences mixtes et les choses. Ouais. Un radical libre, c'est un électron non apparié. C'est ça. Mais comment il disparaît? Il finit toujours par... s'il arrache quelque chose, ça fait un autre électron non apparié ailleurs. Et, ah oui, bien sûr. Là, ça se termine? Ça se fait... Comment ils finissent par s'apparier? Il y a tout un tas de réactions qui peuvent se produire. Enfin, dans un tube à essai, en tout cas, ça peut se dupliquer. Il y a des réactions de duplication entre radicaux qui arrêtent tout. Ça peut prendre un électron et un proton du solvant. Bon, enfin, ça peut devenir négatif. Voilà. Mais ça peut faire des réactions en chaîne pendant un certain temps. Enfin, c'est connu, les réactions radicalaires en chaîne, polymères, styrène. Ok, on va arrêter. Merci encore Marc.